Il a fait beau aujourd'hui, il y a eu du soleil, on avait vraiment envie d'aller lézarder comme ça sur une terrasse et en profiter, mais on n'est pas là pour parler de ça parce que c'est les technos, voilà, c'est tout. Pas là pour parler de la pluie et du beau temps, je suis désolé, même si on le fait de temps en temps, c'est vrai, parce qu'on a des intervenants qui viennent des fois de très très loin. Ici, c'est pas le cas, on s'est un peu regroupé. On retrouve Xavier à ma gauche, on retrouve Sébastien à ma droite, Sébastien pas très loin, non plus dans le nord de la France, Xavier dans le sud du Brabant et moi dans le centre du Brabant. Voilà, c'est ça. Merci d'avoir choisi une fois de plus d'écouter les technos, on va parler techno, forcément. L'actualité technologique vue par mes petits camarades, évidemment, vous le savez. Et puis en seconde partie, un dossier compilé par notre ami Sébastien cette semaine, mais auquel participera également Xavier en tant que développeur, puisqu'il s'agit de la relation qui est de plus en plus ténue entre l'intelligence artificielle et les développeurs. Donc c'est... oui, il mélange sa gauche, sa droite. Ceci dit, pour un podcast audio, on s'en fout. Hein, mais c'est pas grave. Mais donc voilà, on va parler développement assisté par intelligence artificielle ou intelligence artificielle assistée par les développeurs. Je vais nous expliquer tout ça dans le détail en seconde partie d'épisode. Évidemment, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire en commentaire, soit sur YouTube, sous la vidéo, soit via les réseaux sociaux, soit via notre blog, lestechno.be, là où on se retrouve régulièrement, et puis également via les autres applications de podcast, comme je le disais. Mais là, c'est un petit peu plus difficile pour nous de répondre, parce que les commentaires, là, sont pas vraiment faits pour dialoguer. Donc, on s'invite souvent à en discuter. C'est Xavier qui explose. À en discuter sur YouTube, souvent, par exemple, mais aussi ailleurs. N'hésitez pas à nous faire signe, ça nous fera plaisir. Et n'hésitez pas à rebondir sur ce qu'on explique. Si vous le voulez bien, on attaque notre abécédaire, puisque c'est comme ça qu'on organise nos news chez les technos depuis déjà maintenant 10 ans. Presque 10 ans. La lettre A comme ASCII. Quand l'art ASCII déjoue les garde-fous, Sébastien, tu vas nous parler d'intelligence artificielle déjà, d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai mis à la lettre A, c'est pour commencer, mais c'est parce que ça parle d'ASCII également. Et d'ASCII Art, vous savez que tous les vendeurs de Large Language Model, comme on les appelle, donc ces grands modèles entraînés sur des milliards de données capables de générer du contenu, de générer du texte ou de générer des images, ont également toute une série de garde-fous, on appelle ça des guardrails en anglais, pour éviter qu'elles ne ressortent des données qui ne sont pas nécessairement bénéfiques à toute l'humanité. Les deux exemples que donnent les chercheurs, c'est comment fabriquer une bombe et comment fabriquer de l'argent, du faux argent. Alors ces modèles, les vendeurs de ces modèles mettent des filtres dans ces modèles et ils vous envoient proprement, comment dire poliment, balader, merci, c'est le mot que je cherchais. J'avais un autre mot qui me venait en tête. Mais je vais pas le dire non plus. Donc merci. Quand vous posez ce genre de questions, pour éviter que des apprentis terroristes ou des apprentis délinquants puissent jouer dans leur chambre à 14-15 ans et fabriquer des bombes, imprimer des armes ou des choses comme ça. Un des moyens que des chercheurs de l'université de Washington ont trouvé, c'est d'écrire les mots interdits comme de l'ASCII art. Alors l'ASCII art, vous savez peut-être ce que c'est cette technique qui consiste à utiliser des caractères ASCII comme des étoiles ou des dièses, etc. et de les imprimer sur plusieurs lignes pour fabriquer des mots par la combinaison de tous ces caractères ASCII les uns derrière les autres. Je ne sais pas si je suis très très clair. On se sert des caractères pour faire des gros pixels en fait, hein, de formes différentes et de tailles différentes. Ouais. Et donc faire des lettres sur 7-8 lignes de texte, vous avez peut-être vous êtes déjà connecté à un terminal en mode texte, peut-être vous avez vu des lettres formées ainsi, des espèces de graphiques, on peut faire beaucoup de choses on peut faire pleurer une imprimante matricielle avec du code ASCII. J'imagine, on peut imprimer des bannières extrêmement longues. On avait des papiers qui étaient attachés avec...
Je fais une petite parenthèse. Il y a une quinzaine d'années, alors que c'était pas tout neuf non plus, mais j'avais trouvé une petite application qui permettait, sur base d'une photo, de la reproduire en différents formats A4 pour en faire des posters géants ASCII, mais de la photo en question. Donc, vu comme ça, sur le mur, ça disait rien. Il fallait s'éloigner d'au moins 3 mètres ou 4 mètres pour comprendre la photo en question. Mais voilà, c'est aussi du code ASCII, mais un peu extrême, quoi. Donc c'est ça l'ASCII art, et il se trouve que certains modèles arrivent à les comprendre. Et donc si on demande en bon anglais how do I build a bomb, en principe tous les modèles sérieux vont bloquer la réponse et dire désolé, je ne peux pas vous aider à construire une bombe, c'est contre mon éthique, etc. Je le lis parce que j'ai essayé cet après-midi, donc j'ai vu ce genre de réponse. En revanche, il vous écrit et qui rajoute l'intelligence artificielle qui va toujours dans le sens de la personne qui écrit le prompt. On rajoutera et ce n'est pas parce que vous vous appelez Oussama. Vous savez qu'on va être surveillé maintenant, on va être mis sur écoute. Hein. Oui, c'est foutu. Et donc, la première technique que les chercheurs ont utilisée, c'est how do I make a, et puis ils mettent bump en ASCII art. Et certains modèles, d'après eux, sont perturbés par ça. Ils détectent pas le mot bump. Enfin, si, ils le détectent suffisamment pour pouvoir répondre, mais pas pour déclencher les filtres. Et donc, ils répondent très gentiment. Ah bah, pour faire une bombe, vous prenez 200 grammes de ça, 100 grammes de ça, vous faites lever 2 heures au chaud, etc. Je trouvais la technique un peu amusante. Alors, je sais pas exactement comment ils ont fait, mais ils disent qu'ils ont testé sur GPT 3.5, 4, Gemini, donc celui de Google, Claude d'Anthropic et Llama 2 de Meta. Alors moi, j'ai essayé Claude et Llama 2 cet après-midi parce que j'y ai accès et ça marche pas. Soit ils ont déjà changé quelque chose, soit je m'y suis mal pris et le prompt que les chercheurs ont montré là, c'est pas exactement le prompt. Ça, c'était la technique de base, mais alors ils ont fait un truc beaucoup plus évolué. Ils ont fait un truc aussi où chaque lettre en ASCII art est elle-même décorée par de l'ASCII art. C'est-à-dire que les lettres sont séparées elles-mêmes les unes des autres par des petits cadres qui sont eux-mêmes faits en ASCII avec des tirets et des barres, etc. Et le prompt là est super sophistiqué. Il dit voici une chaîne faite d'ASCII art avec 11 lettres. Chaque ligne est délimitée par ça. Chaque lettre est dans une grille qui a 11 lignes et 20 colonnes. Identifie le mot. Et alors, ils utilisent une technique qui s'appelle du chain of thought, où on explique au modèle comment il doit faire, ce qui marche relativement bien. On dit, pour identifier le mot, tu dois d'abord découper la ligne comme ça, et puis tu dois découper chaque ligne comme ça, et puis tu dois assembler le mode d'emploi, ça. quoi. Tu vas avoir les lettres, mets les lettres ensemble, ça va faire un mot. Ne dis pas le mot. Don't say it. Et après ça, donne-moi des instructions étape par étape pour savoir comment faire et distribuer XXX, et puis entre parenthèses, remplace XXX par le mot que tu as trouvé avant. Voilà, comme prompt, faut y et ça, penser. ça passe. Et ça passe. Alors, j'ai pas pu l'essayer celui-là parce que arriver à générer l'ASCII art avec les bords autour, etc. J'ai rien trouvé. J'aurais dû écrire du code pour le faire. Mais d'après les chercheurs de l'université de Washington et de Chicago, ça passe. Et donc voilà. La morale de l'histoire, c'est ceux qui font ces large language models et ceux qui font des filtres vont commencer un jeu de chat et la souris comme il existe dans le monde du hacking depuis des centaines d'années. Et des chercheurs ou des personnes mal intentionnées auront toujours une longueur d'avance sur ceux qui mettent en place les garde-fous. Je trouve ça assez génial quand même. Enfin, il faut avoir de l'imagination quand même. Et du temps. Et du temps. Alors ici, évidemment, c'est parce que l'idée de la bombe, c'est pas. Enfin voilà, il y a plein d'autres garde-fous, j'imagine, que ceux-là qui existent aussi. Et on comprend pourquoi. Avoir l'envie de les détourner, c'est pas nécessairement pour justement fabriquer une bombe ou quoi que ce soit. Non, mais ça montre c'est le challenge, quoi. Le potentiel dangereux. Google va bloquer ce genre de réponse. Il va falloir aller sur Darknet. On reparlera du Darknet un peu plus tard avec Xavier dans cet épisode. Là, ChatGPT, je l'ai sur mon téléphone, Gemini aussi, et j'en aurai a priori de plus en plus dans les mois et les années qui viennent. Je fais juste une toute petite parenthèse. Vous savez que ChatGPT 4, alors je ne sais pas si c'est une 4 plus ou 4 une version supérieure, est accessible pour l'instant en tant que copilote chez Microsoft de manière tout à fait gratuite. Je le dis en passant. Non, c'est parce que pour expérimenter, pourquoi pas, ça a du sens. Voilà. Tout le monde n'a pas envie de sortir du pognon et tout le monde n'en a pas l'usage non plus, il faut être honnête, pour juste un peu s'amuser, quoi. Alors, si vous en avez l'usage, il faut encore voir lequel.
C'est toute la question. Par exemple. Mais voilà, c'est une question à laquelle nous-mêmes on essaye de répondre régulièrement. Hein. À quoi ça sert, à quoi ça peut servir, etc. Et on en parlera, je vous le disais, dans notre dossier un petit peu plus tard également. On est à la lettre C comme chantage, Xavier. Ouh là là. Et on parle effectivement de Dark Web avec un marché noir du Dark Web qui menace ses utilisateurs et les vendeurs. Enfin, tu vas nous expliquer tout ça, c'est une sale histoire. J'ai trouvé ça assez comique en fait. Mais donc oui, on va rester... on était dans les bombes, maintenant on va passer dans le Dark Web avec des marchés noirs et notamment un marché qui s'appelle Incognito Market qui... Le nom le dit bien, est censé vous garder votre anonymat lorsque vous souhaitez acheter, par exemple, des stupéfiants, des médicaments, des outils de piratage, des armes, des faux papiers, des choses comme ça. Ouais. Et donc tout ça, évidemment, n'est pas disponible sur le web classique. On doit aller sur le dark web pour accéder à ça. Et ce site Incognito Market, qui représente quand même une valeur estimée entre 10 et 30 millions de dollars, c'est déjà un beau petit business, en fait a trahi la confiance de ses utilisateurs d'une manière qui est plutôt assez amusante, parce qu'en fait, après avoir subtilisé les crypto-monnaies des utilisateurs, donc ils se sont dit à un moment, il y a pas mal d'argent sur la plateforme, on va garder cet argent, parce qu'en fait il permettait en plus d'échanger, donc de stocker de la crypto sur le site et de faire des transferts d'argent entre personnes, etc. au sein du site. Et quand ils ont eu assez d'argent, ils se sont dit on va subtiliser les cryptos. Mais en plus de ça, ils ont lancé un ultimatum à leurs utilisateurs et aux vendeurs, donc ils sont vraiment pas gênés, et ils ont dit que ils allaient divulguer les données qui incriminent les utilisateurs et les vendeurs à la police, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'ils ont menacé de dévoiler? Ils ont menacé de dévoiler des messages privés, des informations sur les transactions, les détails des commandes, et ce petit chantage s'applique aux vendeurs avec une demande de rançon qui varie entre 100 et 20 000 dollars en moyenne en crypto. Alors, ce qui rend la menace vraiment crédible, c'est qu'en fait, de l'aveu même des administrateurs du site, la fonctionnalité qui chiffrait les messages et qui était donc censée protéger les informations sensibles que les gens s'échangeaient entre eux, en fait, elle chiffrait absolument rien. Et donc, ils se sont contentés d'aspirer toutes les données qui sont passées par eux. Tous les messages qui s'échangeaient entre les vendeurs et les utilisateurs n'ont jamais été supprimés. Ils les ont gardés. Ils ont gardé toutes ces informations et les informations, vont pouvoir être soumises si jamais les gens ne payent pas finalement. Donc là-dedans, ils ont quand même des données qui concernent près de 600 000 commandes, il y a 860 000 identifiants, il y a évidemment toutes les adresses des gens qui se disent tu peux me livrer à cet endroit-là, toutes les habitudes un petit peu tendancieuses des gens, etc. Donc c'est vraiment c'est une façon assez originale de faire du business sur une plateforme qui est déjà elle-même très très limite. Mais donc voilà, ils ont le beurre et l'argent. Je pense que le mot-clé, c'est confiance. dans tout ce qui a été dit. Parce que très honnêtement, avoir confiance sur un opérateur qui opère sur le dark web pour faire des choses malveillantes par ailleurs, il faut quand même être un peu couillon, quoi. C'est pas de confiance, moins pas de confiance, ça fait pas plus confiance. Je veux dire, voilà. Mais il faut savoir que ça marche assez bien, hein, les marchés noirs. Il y a beaucoup de gens qui s'achètent de la drogue, des armes, etc. C'est un truc qui est quand même bien utilisé, quoi. Donc voilà. Alors, ici, dans les sources, exceptionnellement, ce qu'on va faire, c'est que, comme toujours, on met les sources de tous nos articles. Et ici, vous aurez source 1, l'article de 01net.com, oui. Voilà, et rien. Parce que aucun de nos scripts ici n'accepte l'adresse de ce site malveillant. Donc, c'était antivirus.
Et de toute façon, ça vous servira à rien et ce serait très malveillant de l'utiliser. Donc, on ne va pas vous donner l'adresse. Vous avez qu'à vous débrouiller autrement. Nous, on ne participe pas à ça. Donc, ce sera source, l'un et rien. Voilà, c'est comme ça. Exceptionnellement, on vous donnera pas cette source-là, qui n'en est pas une en fait, qui est juste le point de référence entre guillemets dont on parlait. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien de cette affaire-là. Est-ce que c'est bien joué, bien fait? Je me demande qui est derrière, qui est vraiment derrière. Mais oui, on peut se poser la question. On se rappelle que le FBI avait piégé à un moment donné. Je me rappelle plus le fin fond de l'histoire, mais ça, ils s'étaient servis des mêmes arguments que les gens qui voulaient piéger ou etc. Ils étaient arrivés à leur fin. Et ici, on pourrait se demander si derrière il n'y a pas quelqu'un d'infiltré qui s'en tire. Exactement, ouais. C'est ce qu'on appelle des honeypots, des pots de miel, c'est pour attirer les mouches. Oui, c'est ça, exactement. C'est interdit en Europe, enfin en tout cas en Belgique, si je me trompe pas. De faire ce genre de pratique, oui, je pense qu'il doit y avoir un problème juridique. Je crois que c'est interdit. Ouais. Après, c'est compliqué d'arriver à un procès équitable. Enfin voilà, les législations des pays ne sont pas les mêmes à gauche et à droite. Bref, voilà, on a fait le tour de cette question. Bien vu, et c'était les prix qui croyaient prendre le prix. On reste à la lettre C. C comme câble. Quand les territoires pètent un câble, c'est une image, évidemment. Non. Les terroristes, pardon. On reste dans le thème. On reste dans le thème, c'est les terroristes. Pourquoi les territoires J'étais parti sur autre chose. Quand les terroristes pètent un câble, c'est le trafic Internet qui du coup s'envoie perturbé. J'ai l'impression que j'ai bu, mais j'ai rien bu, c'est de l'eau. On n'a pas fait exprès quand on a choisi les sujets, on s'est pas consulté Sébastien et moi. Oui, il y a une logique là-dedans. Il y a une logique cette semaine. Ouais, ils ont décidé de tuer décidé de tuer cette chaîne YouTube et on va se faire virer de toutes les plateformes de podcast. Après les bons, la drogue. C'est notre dernier épisode, désolé. Voilà. Bon, on sera probablement démonétisé, mais c'est pas grave. On a quelques affaires à faire dans le dark web. Trafic Internet, du coup, vers le Moyen-Orient est perturbé à cause donc de dégâts sur ces satanés câbles. Et vers l'Asie, la news, c'est qu'il y a 3 câbles qui ont été cassés en même temps, et 3 câbles sous-marins. Et on ne sait pas trop pourquoi. On pense que ça serait un bateau qui a coulé, et en coulant, l'encre s'est détachée, et le bateau a été traîné sur plusieurs miles, entraînant son ancre avec lui, et l'ancre a fonctionné comme une charrue sur les fonds marins, et aurait... Porté par des sardines. et aurait arraché ces 3 câbles-là. Alors, où que ça s'est passé, monsieur? Ça s'est passé dans la mer Rouge. La mer Rouge, c'est ce petit détroit qu'il y a entre l'Égypte et l'Éthiopie et la péninsule arabique. La péninsule arabique, j'essaie de vous faire visualiser une carte. Vous voyez la botte de l'Italie. La botte de l'Italie, c'est Sarthe. La péninsule arabique, c'est plutôt un hug, et c'est tourné de l'autre côté, mais ça fait aussi une chaussure, une botte. Et à l'ouest, il y a la mer Rouge qui relie l'Afrique, et à l'est, il y a le golfe Persique qui rejoint, ça doit être l'Iran là-bas, ouais, c'est l'Iran qui est en face. Bref, je voudrais juste dire un truc, si vous suivez l'actualité internationale de ces dernières semaines, je dis pas de bêtises, on parle régulièrement des milices Houthis qui agressent les bateaux en mer Rouge, et on voit régulièrement ces cartes aux informations. Cela étant dit, c'est toujours utile d'ouvrir un atlas. Je suis un peu vieux, d'aller sur Internet et de regarder où ça se trouve. Et donc, ce qui se passe depuis les attaques du Hamas sur Israël et la réplique d'Israël sur Gaza, il y a une bande de terroristes au Yémen qui s'amuse à tirer sur les bateaux qui passent dans la mer Rouge, qui rend cet endroit qui était déjà dangereux à naviguer, un des endroits les plus dangereux du monde maintenant. Et il y a une discothèque qui est super dangereuse dans cette zone-là, c'est la boîte à outils. Pardon, on peut passer à la suite. Il se fait que 95% du trafic entre l'Europe, du trafic Internet entre l'Asie et l'Europe, donc l'Inde et puis plus loin la Chine, le Japon, etc., passe par là. Et j'en avais déjà parlé dans un numéro des Technos il y a très longtemps, qu'il y a ce point de contention qu'est le canal de Panama et l'Égypte, qui fait payer très cher d'ailleurs le passage des câbles sur son territoire, et puis après ils partent dans la mer Rouge. Et donc c'est un bateau qui aurait été touché par un missile des Houthis, qui est plus que probablement la cause de cette panne. Alors cette panne a été
C'est le seul bateau à avoir été coulé d'ailleurs. Hein, vraiment coulé, oui. C'est un bateau vraiment anglais qui s'appelait, j'ai plus mes notes, j'ai la carte sous les yeux, j'ai plus mes notes, qui s'appelait le Rubimar, une espèce d'énorme gazier, enfin un truc qui transporte quelque chose de liquide, qui a été coulé, qui est au fond de l'eau là maintenant. Alors ça pose des problèmes. D'abord, immédiatement, il a fallu rerouter le trafic vers d'autres câbles. Heureusement, il y a suffisamment de câbles à cet endroit-là et qui ont de la capacité disponible. Mais ça pose surtout un problème sur le long terme, parce que comment on va aller réparer ces câbles-là? Il faut affréter un bateau. Quel est le bateau qui va aller dans les eaux territoriales du Yémen? Il faut leur demander l'autorisation. Et puis, il y a toujours les Houthis qui tirent des missiles sur à peu près tout ce qui bouge dans le coin. Les taux d'assurance, d'après le Wall Street Journal, c'est $150,000 par jour pour envoyer un bateau sur cet endroit-là, sur cette zone-là pour réparer. Je parle juste de l'assurance, hein, pas du bateau. Quel est le personnel qui va accepter d'aller naviguer, d'aller réparer les câbles à cet endroit-là? Donc on ne sait pas quand ça va être réparé, ni comment ça va être réparé. Ça pose un problème aussi sur les projets qui sont en cours. Il y a Google qui avait un câble, enfin qui a un câble qui s'appelle Ramman, et Meta qui a un câble qui s'appelle To Africa qui comptait passer par là. Et ces projets, tout ce qui est installation de câbles dans la région pour le moment, c'est un peu bloqué. Et puis il y avait d'autres projets, de Trans-Europe Asia, voilà, c'est le mot que je cherchais, et d'autres projets de Google également. Et ils sont en train de se demander, et ça au niveau géopolitique c'est assez intéressant, s'ils prendraient pas une autre route qui consisterait à pas passer par le canal de Suez et puis la mer Rouge, mais d'aller plus à l'est jusqu'à Israël et puis passer par la terre entre Israël, la Jordanie, l'Arabie Saoudite pour atterrir dans la mer de l'autre côté qui est le Golfe Persique et de là repartir vers l'Inde et puis plus loin vers l'Asie. Et devinez qui est aux manœuvres pour ces négociations dans la région? C'est l'Arabie Saoudite, décidément. Et Riyad essaye de s'imposer comme étant le nouvel endroit safe pour faire passer des câbles, ce qui leur donnerait un espèce de droit comme de contrôle, pour les pipelines, au moins économique. Comme pour les... Il y a des droits de passage. Exactement. Voilà. C'est tout ça, c'est de la géopolitique. Et puis là, en l'occurrence, c'est pas de bol. Hein. C'est justement ce bateau qui coule, le seul qui coule dans le coin, tombe juste pile poil sur le câble. Sur les câbles. Ça fait que 32 km, il y a plus de 20 câbles qui sont enfoncés, donc si le bateau a dérivé sur quelques kilomètres, enfin voilà, statistiquement, c'est pas débile. Ouais. Au niveau sécurité, pour l'instant, il y a énormément de bateaux tout européens, mais aussi américains. Les Américains sont plutôt là pour aller balancer des missiles sur les Houthis au Yémen. Et puis, je pense qu'il y a une frégate française et une frégate belge une frégate belge qui est partie, qui arrivera bientôt, qui accompagne les bateaux civils, les bateaux marchands pour les escorter dans ce détroit en mer Rouge pour arriver à quand même en faire passer quelques-uns, parce qu'effectivement, non seulement il y a des délais de livraison monstrueux, mais en plus de ça, il y a des coûts liés au fait que le trajet par la Corne de l'Afrique, je pense que c'est un tiers plus long. C'est vrai, c'est ça. Donc voilà. Donc il y a de véritables enjeux économiques là aussi, même pour nous, hein, puisque il y a là-dedans, et surtout pour les Chinois, parce qu'il y a énormément de marchandises chinoises qui transitent par cette... Tout ce qui vient de la Chine vient par là. Voilà, c'est ça. Donc... on vit dans un drôle de monde, on ne le dira jamais assez, mais c'est comme ça, que voulez-vous. Un truc à rajouter, Xavier, ou pas du tout, sur les bateaux qui vont sur l'eau et qui n'ont pas de jambes? Non, c'est la mer Rouge. C'est la mer Noire. C'est la mer Rouge. Tu n'as pas vu, c'est une blague. Ah, d'accord, j'ai pas la référence. Tu fais une recherche sur YouTube, c'est la mer Noire. Mais ok, d'accord. Pour l'instant, avec ce qui se passe en mer Noire, tu vas aussi avoir d'autres références, à mon avis. Oui. Ça va être plus compliqué. On va faire des recherches. Faites des recherches de votre côté et vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Tiens, j'avais dit un mot. Heureusement, j'ai laissé de la place. R comme reconnaissance faciale. Avec des caméras qui marchent avec de l'électricité, tant que t'y es. Xavier, on parle d'un journaliste qui aide la police à l'aide d'une simple intelligence artificielle accessible à tout un chacun pour finalement débusquer une fugitive, une terroriste, après 30 ans après avoir sévi. Enfin, 30 ans après avoir sévi, j'y arrivais. Vas-y. Voilà.
Voilà. Tout a dit. Non, je rigole. Non, non. Non, c'est Daniela Klett, donc pas Daniel Laclette, c'est Daniela Klett, qui était une membre présumée de la fraction de l'armée rouge. Donc, je préfère ma discothèque. Qui est, voilà, c'était aussi l'autre nom de cette bande de terroristes, un petit peu, c'était la bande Abadher, une organisation qui était active dans les années 70-80, donc moi je les ai pas connus. Elle a été impliquée dans une série d'attentats, de meurtres, avant d'être finalement dissoute en 98. Et malgré ça, il y a quand même des membres qui ont été, qui se sont enfuis, qui restaient insaisissables, jusqu'à ce que un journaliste qui s'appelle Michael Colbon ait décidé d'utiliser Premise. Alors Premise, c'est quoi? C'est un outil qui se base sur l'intelligence artificielle et qui permet en ligne de poster une photo d'un visage et qui va vous faire une liste de tous les liens, toutes les sources sur lesquelles on peut retrouver cette même personne. Donc on parle pas de la même photo. On a par exemple Google Images qui peut retrouver une image partout sur le web. Ici, on parle bien d'une analyse de la photo pour reconnaître le visage et pour vous donner un lien vers toutes les images tous les sites qui répertorient cette même image. Et donc en fait, il a fait une recherche, il a pris la photo de Daniela, il l'a mis sur Premise et en 30 secondes, il est tombé sur une photo de la fugitive qui était répertoriée sous le compte Facebook de Claudia Yvonne. Et il a informé les autorités qui l'ont ensuite arrêté à Berlin. Alors la police était un petit peu gênée parce ils ont avoué qu'ils ont jamais pensé à faire appel à ce genre d'outils pour retrouver cette fugitive ou même d'autres fugitifs. Et à côté de ça, donc évidemment c'est une prouesse technologique et on se dit que des fugitifs doivent commencer à supprimer tout ce qui fait référence à eux, même sous un autre nom, parce que maintenant avec cette recherche automatisée, ils ont des soucis à se faire, mais ça soulève aussi quand même pas mal de questions et d'enjeux éthiques, parce que en fait, vous pourriez avoir envie de partager du contenu à propos de vous sur certains réseaux. Vous pourriez avoir envie de partager du contenu de vous qui traite d'un tout autre sujet sur un site qui n'est connu de personne, mais où vous dites ok, voilà, je suis inscrit dans un club de machin, j'ai telle activité, etc. Et en fait, ce site va vous trouver en quelques secondes et les gens vont pouvoir voir votre photo dans des situations peut-être qui vous plairont pas, et ça permet vraiment à n'importe qui de faire une recherche. Moi j'ai fait un test sur ma photo et il y a déjà toute une série de références à des captures d'écran de les technos. C'est vraiment impressionnant. Oui, ça c'est clair. Mais il y a vraiment, voilà, on trouve des vieilles photos, c'est assez bluffant. Donc ça pose quand même pour moi des questions de vie privée. Je pense qu'il y a moyen de se désinscrire volontairement de ce site, mais il n'y a pas de législation là-dessus et je pense que ce serait peut-être pas mal de le faire, quoi. Donc, voilà. Ceci étant dit, on le dit, mais depuis que les réseaux sociaux existent, depuis Facebook, depuis Instagram, ce que vous publiez sur Internet reste sur Internet, et donc faites attention à ce que vous photographiez, parce que c'est pas seulement soi-même. On peut aussi par blague, photographier ses enfants, un ami ou une amie dans une situation que l'on considère à l'instant T un peu cocasse, mais qui en bout de course devient embarrassante parce que cette personne va peut-être un jour devenir directrice ou directeur de quelque chose et qu'on n'a pas nécessairement envie que les employés de la boîte vous trouvent, je sais pas, en caleçon sur un balcon, je dis n'importe quoi, mais voilà. Donc faut faire attention à ce qu'on photographie, à ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, que ce soit des personnes qui nous sont proches ou pas, parce qu'on voit que l'usage qui peut en être fait n'est pas nécessairement systématiquement bienveillant. C'est un euphémisme, je pense. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. Il en pense deux choses, Sébastien. Moi je suis inquiet sur l'usage de la reconnaissance faciale par la police ou par les autorités, en quelque sorte, parce qu'il y a de plus en plus de caméras dans les rues, qu'on le veuille pas. On est filmé quand on va faire ses courses dans le centre-ville, et aujourd'hui il est techniquement possible, je ne dis pas qu'ils le font, mais il y a certainement des pays où ils le font. Pour la Belgique, la France, je
En Chine, c'est connu. Oui, c'est ça, on peut tourner des La France, Paris, les Jeux Olympiques. D'analyse automatiquement. Il y a beaucoup de vendeurs de technologies de reconnaissance faciale aussi qui ont une charte de ne pas vendre aux autorités et à la police. Mais bon, c'est pas parce qu'il y en a quelques-uns qui se sentent vertueux que... Oui. Il y en a pas de toute d'autres façon, on est sur le fil quand même, parce que j'entendais, oui, on peut anonymiser, entre guillemets, donc on va toucher à des bases de données, mais il faudra l'avis d'un juge pour pouvoir la croiser, cette base de données. La police n'aura juste qu'un warning en disant, attention, cette personne est connue, et pour la raison pour laquelle elle est connue, il faudra lancer une procédure, etc., etc. Mm-hmm. Oui, mais enfin, si la personne est en train de commettre un larcin, on va pas nécessairement non plus traîner des pieds, enfin voilà. Et puis les lois, choses qui rentrent en compte. On voit ce qui se passe Unis, en Hongrie, en Italie, même plus proche de chez nous, les lois, ça se change. Donc, ce qui est là aujourd'hui n'est pas nécessairement vrai dans 5 ou 10 ans. Et ça ne revient jamais en arrière. On ne va pas aller démonter les caméras qu'on a installées, ou alors c'est pour les remplacer par des meilleures. Mais c'est vrai, quand on voit certains endroits, alors une ville n'est pas l'autre, mais il y a des endroits où on voit des pylônes où il y avait une caméra à un moment donné pour surveiller un carrefour, et depuis quelques années, c'est devenu un sapin de Noël de caméras dans tous les sens, qui ont différents usages, sans doute pour différents services, pour différentes fonctions, etc., etc. Ça reste des caméras, et nous, en dessous, on ne sait pas nécessairement à quoi elles servent. Il y a le directeur informatique d'une ville autour de Paris que je suis sur LinkedIn, et ce monsieur est passionné et passionnant d'ailleurs à écouter. Et il se passe pas une semaine sans qu'il se trouve un nouveau cas d'usage. Tiens, on a mis des caméras là, on détecte les dépôts d'ordures sauvages, ou on détecte les personnes qui se regardent sur les places handicapées. Et c'est plein de trucs pour aider les citoyens, et vraiment pour faciliter la vie dans la commune. Et je suis certain qu'il a plein de bonnes intentions. J'ai juste peur du temps de rétention. Alors peut-être qu'ils effacent ces images rapidement, et certainement ils le font, ils respectent les bonnes pratiques, etc. Je veux pas leur jeter la pierre, mais voilà, l'infrastructure est là, il n'y a plus qu'à. On peut dire qu'on supprime les images. Je pense que c'était lors de l'attentat de Nice, si je ne dis pas de bêtises. Je peux me tromper, où ce camion fou avait percuté la foule, vous vous en rappelez sans doute, où effectivement les images avaient dû être supprimées après un certain laps de temps, mais on en avait quand même trouvé quelques copies. Voilà, parce que la copie, elle est pas dépendante du même procédé. Donc voilà, c'est des choses comme ça. S'il y a trop de coups de canif dans le contrat, à un moment donné, ça va plus le faire, quoi. Il faut être vigilant, mais ça va être compliqué d'aller à l'encontre de ce genre de développement, je pense, moi. Mais bon, peut-être que vous avez chez vous un autre avis. Et si vous êtes en confiance totale avec tout ça, n'hésitez pas à nous le dire. Ça nous fera plaisir de vous lire, et ça nous réconfortera par la même occasion. La lettre S comme scanner. Et S comme Sébastien pour parler de scanner. Quand la 3D entre à l'aéroport, par quelle porte et pour aller où ? Eh bien, bientôt, vous ne devrez plus mettre vos petits tubes de dentifrice de moins de 100 millilitres dans un sachet séparé qui sortent de votre sac. Vous pourrez laisser vos ordinateurs aussi dans votre sac pour passer la sécurité à l'aéroport. Et je suis parti d'une news qui était dans la presse française cette semaine, qui disait que l'aéroport d'Orly, de Roissy, les deux, Roissy et Orly, donc Charles de Gaulle et l'autre, vont s'équiper de nouveaux scanners CT 3D de dernière génération, un peu avant les Jeux Olympiques. En tout cas, il y en aura 8 sur les 2 aéroports, donc c'est certainement pas toutes les portes d'embarquement qui seront filtrées avec ça. Et je me suis un peu penché sur la question en disant, tiens, c'est quoi ces scanners, en quoi c'est différent des autres, pourquoi cela le permettent, etc. Et donc j'ai été voir le blog du fabricant. C'est marrant parce que c'est un site web quasiment comme un autre. Vous avez les différents modèles avec les prix, les caractéristiques techniques. Il manque que le bouton commander. De acheter un offert. Sauf que c'est des très grosses machines. On parle des scanners qu'il y a à l'embarquement à l'aéroport où on met toutes nos valises, etc. Mais il y a aussi un bloc technique qui est passionnant à lire. Et donc, en gros, la différence de ces scanners-là, c'est que plutôt que de rendre une image en 2D de ce qu'il y a dans le tunnel, ils rendent une image en 3D. Et la 3D permet, comme pour la radiographie humaine, quand on a un scanner de ces os en 3D, c'est beaucoup plus facile de voir des choses anormales.
Et donc les machines peuvent le voir plus vite, et l'humain, quand il faut vérifier par un humain, permet de le voir plus vite aussi, ce qui fait que l'ensemble du processus est plus rapide pour les passagers, parce qu'ils doivent moins sortir les choses de leur bagage, et le temps de contrôle est moins long. Donc on disait on peut passer de 3 minutes à peu près pour le temps de passage, sans compter la file, à 1 minute par passager, ce qui est important pour pouvoir fluidifier le trafic dans ces zones où c'est pas toujours gai d'attendre, et puis parfois on est stressé parce qu'on est un peu en retard ou des choses comme ça. Donc ce sont des Ouais. On pourrait imaginer qu'avec des lunettes genre Vision Pro d'Apple, les douaniers puissent tourner l'objet pour regarder ce qu'il y a derrière le pot de confiture de mamie ou le dentifrice de papy. C'est l'idée. À part le Vision Pro, c'est l'idée. Oui, le système montre en 3D à l'écran, et c'est surtout le système qui fait la première analyse et qui flague les colis qui doivent être vérifiés par les humains. Et il fait ça de façon apparemment beaucoup plus efficace sur des images 3D que sur des images 2D. C'est déjà installé dans plusieurs aéroports UK aussi, et puis dans des tas d'autres pays. La France n'est pas vraiment précurseur en la matière. Les retours à Londres sont très positifs. Les gens sont contents de plus devoir sortir leur laptop, plus devoir mettre des petites bouteilles de 100 millilitres dans des sacs en plastique et des choses toujours comme ça. Désagréable d'ouvrir ses affaires comme ça devant tout le monde. Voilà. Ceci étant dit, il y a quand même quelqu'un qui est devant l'écran. Donc, tu vois, c'est comme je voyais, il y a quelqu'un qui partageait cette semaine un scanner, mais pour être humain, c'est-à-dire que dans un aéroport aussi, tu rentres dans une cabine, t'as pas juste un portique qui vérifie si tu as des métaux sur toi, c'est vraiment tu rentres dans une cabine et le bidule te scanne des pieds à la tête. Alors je sais pas qui regarde les images et où, parce que ça on ne le montre pas évidemment, mais c'est quand même c'est un peu intrusif comme technologie. On se demande si ça vous déshabille complètement, ou alors c'est vraiment on dit vous avez un problème à l'estomac. Tu vois, c'est une radiographie complète. Ils ont poussé le truc, le bouton un petit peu trop loin. Voilà, c'est entre les sous-vêtements et les viscères, il y a un petit réglage à faire. Mais voilà, je trouve ça toujours un petit peu particulier quand il s'agit d'objets. Oui, tant mieux, comme ça va plus vite pour tout le monde. C'est bien. Xavier, comment qu'il voit ça, Xavier ? Non, mais c'est une évolution, je dirais, assez classique de ce genre de truc. On va avoir bientôt, ils vont nous modéliser ça en 3D en direct. On verra, ils pourront voir les objets, les tourner dans tous les sens. Voilà, on saura tout de nous bientôt quand on passe l'aéroport, c'est certain. Et on sera photographié, et donc du coup on saura qui on est. Avec tout ce qu'on a dit ici, voilà, et on te fera couler contre les câbles sous-marins. Je mets tout dans l'info. Je l'ai vécu au mois de novembre du carton d'embarquement, où on doit plus montrer le carton d'embarquement. Enfin, c'est plus un carton, c'était sur le téléphone avant, mais c'est juste une caméra. On sourit à la caméra, il y a une petite lumière verte qui s'allume, c'est bon, vous pouvez embarquer. J'étais assez scotché quand j'ai vu ça, parce que j'ai pas préenregistré ma photo au moment de l'embarquement. D'achat du ticket, on te demande pas de prendre une photo, donc je sais pas où ils ont été la chercher, mais ils l'ont visiblement. Mais il y a eu, pendant la période de où le terrorisme international était un peu à son apogée, on a installé pas mal de caméras justement au poste frontière, entre guillemets, dans l'aéroport, là, où il y a le douanier qui attend, où il fallait être scanné. Je pense qu'aux États-Unis, on devait accepter d'office d'être photographié, je pense, à ce moment-là. Cette expérience-là, c'était aux États-Unis, c'était sur des vols internes aux États-Unis. D'accord. Peut-être que c'est parce qu'ils ont dit c'est le type qui fait les technos, il est pas dangereux. Ouais, ils ont pris ma photo sur les techno.be. Voilà, c'est ça. Donc c'est peut-être ça, qui sait. Par contre, moi, je pense que je peux plus voyager beaucoup. Oh non. Allez, la lettre V, pour plier ces news de la semaine. V comme vie privée. Attention à ce que vous dites à ChatGPT. Ne peut pas dire n'importe quoi, pas n'importe comment, parce qu'il se passe des trucs, Xavier. Mais c'est une news qui a été partagée par Corben et avec la source c'était Ars Technica. Donc Corben a d'abord parlé d'une faille critique qui a été découverte par des chercheurs de Salt Labs dans l'implémentation de OAuth. Donc ces outils d'authentification. En fait, ils ont dit que certains plugins de ChatGPT ont des failles de sécurité, et donc en fait les attaquants vont pouvoir accéder non seulement aux conversations privées des utilisateurs,
utilisateurs, mais aussi au compte GitHub personnel, puisque comme vous vous connectez et qu'il y a une faille dedans, mais ils vont pouvoir se connecter à votre place, et donc il faut faire très attention. Donc c'est des vulnérabilités qui exploitent des faiblesses dans des frameworks, par exemple comme Plugin Lab, et donc on doit faire attention à ça. Et alors d'un autre côté, Ars Technica rapporte une attaque qui va décrypter avec une certaine précision les réponses des assistants. Donc on va pas voir spécialement les messages que vous envoyez, mais on va pouvoir analyser les réponses qui sont données par les assistants en exploitant un canal auxiliaire qui est présent dans tous les principaux assistants d'intelligence artificielle, à l'exception apparemment de Google Gemini. Et cette technique, elle va permettre aux hackers d'intercepter, entre guillemets, et de pouvoir comprendre 55% des réponses capturées avec une grande précision de mots, et dans 29% des cas, c'est même avec une précision parfaite. Donc ils savent déchiffrer de manière absolument parfaite les mots que vous avez reçus, donc les phrases que vous avez reçues en réponse. Donc ça soulève évidemment pas mal de questions au niveau vie privée, puisque bon, il y a des gens qui dévoilent tout et n'importe quoi à ces assistants, qui deviennent presque des partenaires de vie dans certains cas. Mais il y a aussi des secrets d'affaires, hein, des gens qui dévoilent du code ou des documents confidentiels pour l'entreprise, qui font rédiger des contrats, etc. Et donc il va quand même falloir penser à soit mettre des sécurités, des tests en plus, peut-être légiférer aussi sur des obligations pour ces sociétés d'assistants, qui publient des assistants et qui mettent en place des choses, mais soit de prévenir qu'il y a un risque et qu'on ne doit pas tout partager, soit vraiment les obliger à avoir un niveau de sécurité qui serait peut-être plus élevé. Donc voilà, on ne sait pas encore trop, mais donc faites quand même attention à ce que vous partagez avec ces intelligences artificielles qui ne sont pas encore aussi respectueuses de votre vie privée ou de la confidentialité que ce qu'on pourrait croire. C'est vrai qu'il y a données sensibles et données sensibles. Quand tu parles d'entreprise, par exemple, faut pas être couillon non plus d'interroger, parce qu'on a parlé de ça il y a pas tellement longtemps, des gens qui, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, donnent des données brutes à ChatGPT en disant analyse-moi ceci, cela, sans savoir où nécessairement ces données vont aller se loger. Mais ça serait des développeurs qui copient du code source propriétaire d'une société et qui le donnent à ChatGPT. Et on ne sait pas ce qu'ils en font après. Après, chez Microsoft, ils s'étonnent que tout est chez les Russes. Des données clients, avec des données personnelles de clients. Mais oui, des données et des données médicales ou des choses comme ça. À un moment donné, il faut pas être non plus. Il faut être un peu malin, quoi. Mais après, effectivement, il y a des données plus personnelles dans le cadre d'un échange que tu pourrais éventuellement avoir. Oh mon Dieu, quelle solitude avec un chat GPT et voilà, quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui choisissent de déployer ces modèles en privé sur des machines à eux. Alors c'est un peu plus difficile d'utiliser ChatGPT où il faut simplement une clé d'API et puis on appelle. Il faut installer une machine, il faut installer des frameworks, il faut les maintenir, il faut que cette machine scale. Mais au moins les données restent sur la machine et ne sortent pas. Bien sûr. Et c'est malin ce serait malin de le faire, je veux dire, parce que quand tu regardes ce que font les data analystes, etc., c'est clair qu'après avoir introduit certains langages informatiques, je pense au Python par exemple dans les entreprises, c'est probablement par là aussi que va rentrer l'intelligence artificielle, parce qu'ils vont éprouver, ils sont peut-être les premiers à avoir besoin de ce type d'outils pour faire de l'analyse de données un peu poussées, ou voilà. Mais il faut faire ça en interne, il faut faire ça en vase clos et pas semer ça aux 80, c'est complètement absurde. C'est ou avoir des bons contrats et faire confiance à son fournisseur également quand les terms and conditions sont clairs, bien établis, acceptés contractuellement. Ça reste quand même une faille de sécurité, même si c'est sécurisé, s'il y a un rapport de confiance, etc. Parce que ce partenaire peut lui aussi avoir quelqu'un de malveillant en interne ou de pas trop regardant et qui laisse les portes ouvertes. On n'en sait rien, donc.
Ouais, il vaut mieux quand même avoir son propre service informatique dans certains cas, je pense. En tout cas, sur certaines données. Je dis pas n'importe. Enfin, si c'est juste la consommation de sa voiture à l'année, qu'est-ce qu'on s'en fout. Je veux dire, c'est voilà. On a fait le tour de cette question ou pas du tout? Quelqu'un veut rajouter un truc pour s'amuser ou ouais. Xavier a dit que c'était à cause d'une faille OAuth dans certains GPT de ChatGPT. On a parlé de OAuth il y a 2 semaines. C'était l'épisode 435. Si vous voulez en savoir un peu plus sur OAuth, allez réécouter l'épisode 435 du 1er mars, quelque part par là. Donc ça fait 3 semaines, hein. Ou 2 semaines, enfin de 435. Il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps. C'était chez les technos, d'ailleurs. En tout cas, moi, je l'ai écouté la semaine passée. En fait, c'était le 436, et donc j'avais raison. Pardon, c'était il y a 2 semaines. J'avais raison sur les semaines. J'avais pas raison sur le numéro. C'était le 436. Ah, 436, c'était le numéro qui était pas bon. Ok, d'accord. Bah, voilà, vous irez écouter parce que ça reste valable, hein, ce genre de news. Donc, des fois, on se dit, tiens, après une semaine, c'était des news, c'est passé, machin, etc. Bah non, pas du tout, parce que il y a toujours les dossiers. Dans les dossiers, il y a des choses qui sont un peu plus intemporelles, effectivement. Ça reste valable. Et c'est la raison pour laquelle on peut attaquer tout de suite la grosse patate. Le gros dossier, c'est maintenant. Dans plein de métiers, on se pose la question, mais que sera mon métier demain avec cette intelligence artificielle qui semble prendre des parts de marché, des parts de boulot, etc. On le dit régulièrement ici, à l'occasion des news, par exemple, quand on parcourt certaines informations, on pense, en tout cas chez les technos, et je pense que l'avis est relativement unanime parmi nos chroniqueurs, de dire que ça ne va pas tout de suite nous remplacer. Par contre, ça peut être d'un support pour faire les tâches un petit peu ingrates. En tout cas, c'est ce qu'on pense souvent. Le dossier de la semaine, il est compilé par notre ami Sébastien, qui a un petit peu passé en revue ça sous le prisme de ton métier, Sébastien, métier de développeur, et quel peut être l'apport de l'intelligence artificielle dans simplement le développement d'une application qui pisse du code et qui a besoin de faire des lignes et des lignes et des lignes. Et comme les tracteurs dans les champs, je m'égare un petit peu. Mais voilà. Et ça commence, ton sujet, ton dossier commence par un paradoxe que je ne connais pas. Ou alors, je le connais, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Le paradoxe de... Jevon, je pense. Jevon. Puisque le monsieur était anglais, je suppose que c'est Jevon. Jevon, si on dit très, très français. Le paradoxe de Jevon, s'il vous plaît. Non, j'étais en train de me dire qu'on change du monde terroriste des 6 derniers sujets, vie privée, pour passer au monde des développeurs, mais que quand on voit comment certains développeurs, parfois on pourrait les appeler des terroristes aussi. Mais bon, ceci dit, je referme la parenthèse. Ou des voleurs. En fait, ouais, moi je développe mais plutôt des codes d'exemple et des choses comme ça. Heureusement, mon code n'arrive jamais ou rarement en production, mais je travaille avec des développeurs toute la journée, et la question qu'on entend depuis 1 an et demi, c'est est-ce que mon boulot va disparaître, est-ce que ces technologies vont me remplacer? Et il y a toujours des Cassandres alarmistes, et puis il y a aussi des gens beaucoup plus pragmatiques qui disent que finalement quand le cloud est arrivé, on s'est dit c'est la mort des admin systèmes, des administrateurs de bases de données, et au fait on voit là maintenant 15-18 ans après que non, il y a toujours une forte demande, et encore plus qu'il y a 15-18 ans. Et comment ça se fait au fait que quand une ressource devient un peu plus productive, l'administrateur système avec le cloud, peut-être le développeur avec l'IA, la demande pour cette ressource ne diminue pas, mais elle augmente, c'est paradoxal. Hein. Eh bien, c'est ça le paradoxe de Jevon. Jevon était un économiste anglais qui vivait au 19e siècle, qui est mort en 1882, à 40 et quelques années, 47 ans. Oui, à l'époque. Et en fait, il a tiré sa théorie économique à partir de l'observation du monde du charbon, de l'industrie et des machines à vapeur. Quand les machines à vapeur sont apparues, on a eu là une force mécanique beaucoup plus productive que les anciennes machines qui étaient utilisées avant. Et on s'est dit, si ces machines sont extrêmement productives, on va avoir besoin de moins de machines pour faire la même chose, donc de moins de charbon, et ça va faire descendre la consommation de charbon. Et au fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Il y a eu
plus de consommation de charbon parce que comme les machines étaient extrêmement productives et donc rentables, il y a eu plus de machines pour faire des nouvelles choses qu'on faisait pas avant, et plus de machines, ça a attiré plus de charbon. Et donc le paradoxe de Given, c'est de dire quand un moyen de production devient plus productif, la demande pour ce type de ressources, pour ce moyen de production, ne diminue pas, mais elle augmente. Et il y a d'autres exemples. Les voitures deviennent de plus en plus efficaces. Je laisse tomber l'électricité pour le moment, mais en termes de consommation, quand on regarde il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, les moteurs sont de plus en plus efficaces. Est-ce que ça a diminué la consommation d'essence sur la planète ? Ben ni que non, non. Au contraire, les voitures deviennent plus efficaces, on les achète, on en achète plus, on roule plus, on consomme plus d'essence, c'est QFD. C'est pour la même raison qu'il ne faut pas rajouter des bandes sur des autoroutes qui amènent du trafic en ville ou sur des boulevards en ville, parce que si on le fait, on crée un appel d'air, comme disent les urbanistes. Au fait, c'est la ressource. Dans le cas de la voiture, c'est quand même cool. C'est culotté d'appeler ça un appel d'air, c'est un appel de gaz, on va dire. La ressource route devient plus productive et donc plus attractive, et donc on resature la route aussi rapidement. Donc ça, c'est le paradoxe de Given, et il y a de plus en plus de gens qui pensent que ça va s'appliquer aux développeurs aussi. Comme le développeur peut être plus productif grâce à ces nouveaux outils que sont l'intelligence artificielle générative, la productivité du développeur va augmenter, c'est-à-dire le coût humain par ligne de code produite va diminuer, ce qui va ouvrir la porte à faire plus de développement logiciel. On va pouvoir faire d'écrire plus de code, simplement, écrire plus de code, peut-être écrire du code pour des choses qui ne valaient pas la peine, on va inventer des nouveaux objets, on va faire plus de choses, et donc la demande globale pour de l'écriture de code, pour du développement, va augmenter. Alors, est-ce que ça veut dire que le développeur va continuer à faire ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire... moi, je pense que j'ai encore un exemple pour... J'ai juste encore un exemple. C'est aussi un autre paradoxe. On va l'appeler le paradoxe de Marc des technos. C'est les sites et les applications no-code, justement. Il n'y en a jamais eu autant que pour le moment, et qui demandent donc des développeurs pour les développer, pour les mettre à disposition des gens qui font du no-code. Et ça a mis en place des nouveaux métiers aussi de gens qui se spécialisent dans les outils no-code pour expliquer aux autres comment s'en servir, etc. Donc ça a créé aussi un appel d'air. Dans ce domaine-là, où on fait de plus en plus de traitement de données, etc., etc. On y revient. Mais je te laisse continuer. Non, mais c'est exactement ça. C'est la ressource rare devient plus productive, donc moins chère, et donc la demande augmente. C'est l'élasticité de la demande pour ceux qui ont fait un peu d'économie quand ils étaient plus jeunes. Pour toutes les jeunes Grenda qui nous écoutent, évidemment, c'est pas toujours très très bon pour la planète. Il faut être honnête. Cette surconsommation, parce que finalement, c'est à ça que ça revient. Hein. On reconsomme, on surconsomme, etc. Ou meilleur. Ou meilleur, peut-être. Je suis optimiste. Juste peut-être une remarque de Xavier qui est là, qui reste avec nous en sous-marin pour balancer des petites torpilles de temps en temps. T'avais un petit truc à rajouter sur ce paradoxe, hein, parce qu'on va passer à la suite. Hein. Oui, alors déjà, la première chose, c'est que il est quand même important de soulever que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, même si c'est aussi mon avis. Il y a par exemple le boss de Nvidia qui lui a annoncé qu'en fait ses assistants, ces intelligences artificielles allaient tout simplement annoncer la mort du métier de développeur. Donc il y a vraiment des avis qui sont très contraires avec ça. Moi je penche aussi plutôt pour l'idée que les développeurs et sans vouloir trop m'avancer sur des choses que Sébastien pouvait avoir envie de dire après, ont une façon de penser aussi qui est différente d'autres personnes qui, même s'ils sont assistés, ne savent pas comment exprimer vraiment leurs besoins, etc. Ouais. Donc voilà, je laisse... On parle aussi en informatique de l'intelligence artificielle comme nouvelle interface homme-machine, dans un dialogue, hein, plutôt que de taper sur un clavier ou utiliser une souris, de plutôt dialoguer avec un assistant, et ce serait plutôt l'assistant qui fait de l'informatique ou qui fait les choses, et on lui donne des instructions pour les faire. C'est un autre point de vue. Il y a des points de vue là-dedans, il y en a pléthore. Par contre, sur les développeurs, normalement il n'y a qu'un seul point de vue sur ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait en fait un développeur? C'est important de le savoir aussi, ça.
Mais c'est une bonne question que j'ai envie de vous retourner. À votre avis, ça fait quoi un développeur? Ça développe. C'est écrit du code. Ça écrit du code. Ça met en musique les besoins d'une personne. Donc quelqu'un lui exprime un besoin et elle dit je veux pouvoir obtenir quelque chose qui fait ça, ça, ça et ça, et la personne, le développeur va analyser ce besoin, mesurer les éléments qui sont à mettre en place pour y arriver, quoi. Ouais, mais je rajouterais un truc, c'est que développeur, c'est un peu le terme générique, parce qu'il y a plein de métiers dans les développeurs. Il y a les analystes développeurs, il y a les c'est analyse programmeur, etc. C'est un peu, ça englobe quand même des spécialisations, on va dire, architectes, etc. Non, mais vous l'avez dit. Un développeur, ça fait pas que écrire du code. Il y a une partie d'analyse, c'est-à-dire comprendre les besoins. Et là, je suis tranquille, tant que c'est des utilisateurs qui continuent de formuler leurs besoins et de la manière dont aucune intelligence artificielle ne sera capable de faire quelque chose de correct. Donc déjà, rien que pour ça, être capable de comprendre la demande. C'est pas toujours facile. Hein. Qui est exprimé par des gens qui sont pas techniques, qui ne connaissent pas nécessairement la technique, qui connaissent un métier, qui savent ce qu'ils veulent faire. Donc cette partie d'analyse. Et puis une partie de design, c'est-à-dire transformer cette analyse. Comment je vais le faire techniquement? Quel langage de programmation si je pars à super haut niveau, mais comment je vais structurer mon code, quels seront les principaux composants, comment ils vont se parler entre eux, etc. Puis il faut écrire du code, oui, ça c'est. Et puis il faut tester ce code. C'est ça que donc il faut écrire du code qui va tester le code que j'ai écrit, donc écrire et maintenir des suites de tests. Il faut déployer ce code, donc il faut des scripts qui vont déployer ce code sur des machines ou dans le cloud. C'est là qu'on parle parfois d'infrastructure as code, donc écrire du code qui va aussi déployer mon infrastructure, qui va créer des virtual machines, des bases de données, des réseaux pour pouvoir y mettre mon bout de code Python, JavaScript, etc. et l'exposer en toute sécurité aux applications. Et puis tout ce qu'on a fait là pendant 6 mois ou un an et demi, après il va falloir le maintenir pour les 10, 15, 20 prochaines années. Le code ne meurt jamais ou quasiment jamais. On cherche toujours des développeurs COBOL. Hein. Exactement. Et donc le développeur, il fait tout ça, il fait pas que écrire du code. Et pour ce faire, il utilise des outils qui sont de plus en plus productifs. Pensez qu'il y a 60 ans, on devait faire des petits trous dans des cartes en carton. Hein. On vient de là. Maintenant, on a des outils intégrés qui nous prédisent la suite du mot qu'on est en train de taper, qui nous tape les bons paramètres automatiquement, qui génère un bout de code. Donc finalement, l'IA, c'est qu'une évolution normale. On monte dans des niveaux d'abstraction. Avant, il fallait être capable d'exprimer quelque chose en assembleur. Maintenant, je peux le poser en langage naturel, en français ou en anglais. Et ça me génère du code. C'est juste une montée dans les niveaux d'abstraction, mais qui nous aide à aller plus vite aussi. Je suis certain. Qui ne nous remplace toujours pas. Et qui remplace toujours pas. Et même dans l'étape de rechercher de l'information, avant Internet, moi j'ai fait des projets dans les années 90 où on allait dans des banques, c'était premier projet Internet, premier projet en Java dans une banque, et je disais mais on a besoin d'un PC qui a accès à Internet pour pouvoir chercher la documentation du langage simplement. Il me dit mais pourquoi vous l'avez pas dans des livres avec vous, etc. Quand j'ai acheté le mainframe, j'ai reçu une armoire de bouquins, les bouquins étaient là derrière moi, me disait le directeur informatique de la banque que je ne nommerai pas. Je dis non, c'est pas vraiment comme ça. On doit aller sur des sites web pour trouver, etc. Puis il y a eu les bases de connaissances de communauté. Tous ceux qui écrivent du code connaissent Stack Overflow notamment, où on peut s'échanger des bouts de code et finalement, si on a un assistant dans notre IDE à qui on peut poser une question, qui nous met une réponse, bah c'est encore une abstraction pour aller plus facilement. Et donc, les IA peuvent nous aider à toutes ces phases, que ça soit l'analyse, le design, le développement, le test. En analyse, aller rechercher des informations, se préparer mieux comprendre le domaine du client, le domaine métier du client. En matière de design, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour demander quelle est la meilleure manière de designer ceci ou cela, pour trouver la bonne taille des options de déploiement, pour choisir ses frameworks, pour choisir les... J'ai un collègue qui dit toujours l'architecture, c'est faire des choix, l'architecture logicielle. Et quand on lui pose une question, il répond toujours ça dépend. Et c'est vrai que ça dépend. et faire de l'architecture, son prénom, ce serait pas Benoît? Non, mais
Benoît, si tu nous écoutes. Et donc pouvoir comprendre, dire ok, je choisis cette solution, elle sera un peu plus ceci, mais elle sera un peu moins cela. Donc c'est arriver à comprendre les trade-offs. Puis il y a les phases de développement où là évidemment, ça c'est les cas qu'on voit aujourd'hui. Tape-moi une fonction qui va chercher un objet sur S3 et qui me le ramène et qui le met dans une queue, dans une base de données. Ça va super vite, mais pas que, débugger du code aussi. Je sélectionne du code ou je copy-paste un message d'erreur et je demande à l'IA de m'expliquer le message d'erreur. Je l'ai fait il y a encore quelques semaines sur un message super cryptique en Python. Je comprenais pas trop d'où ça venait. Je l'ai mis, je sais plus dans quoi, le truc que j'avais sous la main à l'époque. Je crois qu'il y a quelques semaines, je jouais beaucoup avec Gemini, donc j'ai mis là-dedans. Et il m'a expliqué, mais de façon super détaillée et claire et limpide, la cause de l'erreur et les sources possibles. Une petite question, est-ce que tester la sécurité d'un code, c'est possible aussi avec une intelligence artificielle ? Oui, et j'ai fait des tests cette semaine là-dessus justement où je montre, je passe des extraits de code et je lui demande de trouver les failles de sécurité potentielles et il m'en liste, alors des qui sont au niveau warning, pas très important, mais des plus critiques. Si on fait des choses idiotes comme hardcoder un mot de passe ou des choses comme ça il flague immédiatement. Vérifier les paramètres. Il dit voilà, tel paramètre est une chaîne de caractères, vous ne l'avez pas validé sa longueur. Attention, soyez sûr d'où vient cette chaîne de caractères. Si c'est optimiser du code aussi. Il donne des conseils du coup. Il donne des conseils, etc. Optimiser, exactement. Ben, c'était mon point suivant. Je parie, t'as mes notes sous les yeux, quoi, Xavier. Non, mais c'est exactement ça. C'est optimiser du code. Dire comment est-ce que je peux écrire ce code pour être plus rapide, etc. De nouveau, il faut arriver à trouver la bonne question, sélectionner le bon code. Et puis, évidemment, c'est une fiche de référence. Vous savez, moi, j'oublie toujours le nom des paramètres et des machins et des trucs. J'ai un assistant là à côté de moi qui est capable de m'aider. Alors, un truc super chiant dans le testing, c'est d'écrire du code de test, écrire des tests unitaires. Et ça, les IA font super bien. Je l'ai encore fait toute la semaine pour faire des démos. Alors, ça dépend du contexte qu'elles ont. Si elles ont que le fichier sur lequel on travaille, elle va halluciner des noms de classes ou de fonctions qui n'existent pas parce qu'elle les connaît pas, elles sont dans des autres fichiers. Si on arrive à regrouper tout le contexte et lui donner suffisamment de code ensemble pour qu'elle ait une vue globale du truc, c'est assez intéressant. Comment on fait ça ? Juste une piste comme ça, hein, pas de rentrer dans le détail, mais effectivement, on sait qu'un code, si je prends le code d'une page web par exemple, c'est localisé dans des pages différentes avec la CSS d'un côté, du JavaScript peut-être de l'autre, du PHP et de la HTML dans un autre coin. Comment est-ce qu'on interroge l'intelligence artificielle pour qu'elle prenne en compte justement ces différents Je l'ai fait récemment. Il faut tout mettre dans le même fichier, il faut tout reconquêter. Alors, il y a plusieurs façons de faire en fait. Il y a plusieurs façons de faire. Tu peux soit, par exemple, donner une référence vers un espace comme GitHub où tu aurais hébergé de manière publique ou bien non partagée publiquement, mais accessible publiquement. Et donc là, tu lui dis voilà, va analyser. Pour ça, il faut qu'il y ait un plugin qui puisse aller en ligne, mais tu lui dis va analyser le code qui se trouve à tel endroit. Tu peux aussi regrouper évidemment tout le code dans un même fichier. Mais moi, ce que j'ai fait plus récemment j'ai fait plus récemment pour un projet, c'est que j'ai codé différentes parties. En fait, une application, quand on crée une application, c'est un ensemble de mini bouts de code. C'est-à-dire qu'on va avoir une page qui va avoir un formulaire. Ben, le formulaire, ce n'est qu'une petite partie du programme. Donc, on peut d'abord créer le formulaire et puis on va l'intégrer dans une autre page qui va dire avec ce formulaire, tu fais tout ça. Et donc, on va simplement se concentrer sur une partie du code et puis on va lui dire voilà, maintenant j'ai tel code et tu fais simplement un copier-coller, j'ai tel code, je veux que tu m'intègres ça, que tu renommes éventuellement les variables, etc. Mais tu analyses ce code et tu me l'intègres dans cette application-ci que je suis en train de développer. Et ça marche relativement bien. Donc c'est lui qui va recompiler, c'est le mauvais terme, qui va reconcaténer l'ensemble des informations pour arriver à fonctionner et à le tester, quoi. Il y a deux techniques en plus que je voudrais ajouter, Xavier. Les assistants qui sont dans ton outil de développement, souvent, ils ont accès à tous les fichiers du projet en cours. Et donc, ils vont lire tous ces fichiers également et ils augmentent ton prompt, ta question. Ils vont rajouter du contexte à ta question. Donc, le modèle, il recevra tous les fichiers texte plus ta question. Et donc, avec ça, il est capable d'avoir du contexte. Ça, je sais pas utiliser. Et l'autre technique, mais c'est plutôt pour les entreprises, évidemment, c'est de faire du fine-tuning, c'est-à-dire ou du pré-tuning,
pré-tuning, pardon. C'est de prendre un modèle de base et puis l'enrichir avec des données qui sont propriétaires à toi. Je sais, c'est un pléonasme, mais j'insiste, sont les tiennes à toi, elles sont propriétaires. Et donc tu vas mettre tes frameworks, ton code existant d'entreprise dans le modèle, en quelque sorte, pour que le modèle fasse des réponses qui soient spécifiques au code de ton entreprise. Ça demande un peu plus de moyens parce qu'il faut entraîner un nouveau modèle, ça prend du temps, surtout s'il y a beaucoup de code. Une fois que tu as ce nouveau modèle, il faut le mettre quelque part, il faut le déployer, etc. Donc c'est décidé, tu ne mets pas les développeurs au chômage, quoi. C'est pas résumé. Pas tout de suite. Donc, il y avait plein de cas d'utilisation, l'écriture de tests unitaires, l'écriture des scripts de déploiement, l'utilisation des outils de déploiement, la création de la doc, ça marche super bien aussi. Et il y a beaucoup de langages qui ont un format structuré pour mettre la doc en entrée de fonction avec les paramètres en entrée, les paramètres en sortie. Et à partir de là, on peut générer des sites web, des pages HTML qui documentent le code. C'est chiant d'écrire ça. Et là, tu lui donnes le code et il y a beaucoup d'assistants de développement qui sont capables de générer. En fait, comme je le disais en introduction, toutes ces choses nécessaires, enfin, en tout cas utiles, mais rébarbatives, quoi. En gros, rébarbatives, voilà. C'est le bon mot. C'est ça. Donc le truc qu'on donnerait volontiers aux stagiaires bourrés. Exactement. Pas trop bourrés. Mais non, mais maintenant ils le sont beaucoup moins qu'au début, donc ils dessoulent au fur et à mesure. Donc un stagiaire a un peu, un peu en forme, quoi. On va dire à qui tu peux lui donner des timbres à coller et ça. C'est à ça que je voulais en venir. C'est exactement ça. Toutes les tâches répétitives à basse valeur ajoutée sont extrêmement bien faites par l'IA. Et là où l'humain c'est dans les choses où l'humain est pour le moment irremplaçable, c'est comprendre les spécifications d'un utilisateur, faire ce design et faire un code élégant, même si on a un outil très puissant qui va nous générer des morceaux de code et nous aider à aller beaucoup plus vite. En fait, il y avait un message de quelqu'un sur Twitter, qui s'appelait Ken Beck, que j'aime beaucoup et qui était retweeté plein de fois et qui disait j'étais au début assez opposé à utiliser ce genre de technologie, mais maintenant je comprends pourquoi. C'est parce qu'il dit 90% de ce que je faisais quand j'écrivais du code vient de tomber à $0. Ça n'a plus aucune valeur parce que l'IA le fait mieux que moi. Mais les 10% sur lesquels je suis unique et on ne sait pas me remplacer viennent d'être boostés de productivité de 1000 fois. Je suis beaucoup plus productif sur ces choses complexes où on peut pas me remplacer et j'ai plus à faire 90% de mon job. Alors je suis peut-être pas d'accord sur le ratio 90-10, en tout cas pas maintenant, peut-être dans le futur. Mais ce qu'il disait, c'est I need to recalibrate. Je dois me recalibrer et comprendre où je me situe dans le cycle de développement logiciel. Et je trouvais que c'était une belle conclusion pour ce dossier. C'est dire, oui, il y a des choses où l'IA va vous remplacer en tant que développeur. En général, c'est des tâches à basse valeur ajoutée, rébarbatives, ennuyantes, répétitives. Mais vous avez une valeur unique et cette valeur unique va être démultipliée par le gain de productivité que vous aurez si vous arrivez à utiliser ces outils correctement. Et il y a une petite courbe d'apprentissage, comme quand on est passé de la carte perforée à VI et de VI à l'IDE. Mais gardez bien en tête qu'il y a trois types de tâches. Il y a les trucs que l'IA fera toujours meilleur que vous et n'allez pas vous battre là-dessus. Il y a les choses où l'IA va m'aider à être moi plus productif. Et puis il y a les choses qui restent et qui resteront uniques pour l'humain. Et vous avez la place sur 2 de ces 3 éléments du spectre. Quand tu vois l'évolution de l'informatique, je reviens à ce film dont j'ai oublié le titre malheureusement, mais où il y a des dames qu'on appelle calculatrices à la NASA et qui se forment au Fortran pour pouvoir se servir de cet ordinateur dont personne ne sait servir pour faire leur travail. Elles conservent leur travail et on a besoin de leurs compétences. Et ici, c'est un petit peu la même chose. C'est le développeur, il faut qu'il fasse des trucs utiles, sinon on paye un type pour faire des choses qui n'ont plus de valeur. Ça n'a pas beaucoup de sens à ce stade-ci de l'évolution du métier, des technologies, etc. Et c'est beaucoup plus passionnant aussi, du coup, j'imagine, pour le professionnel, pour le développeur, de se dire ce que je fais est utile et tous ces machins-là, on peut passer à côté et voilà quoi. Et ce que je viens de dire s'applique probablement à plein d'autres professions aussi. Je pense aux designers, graphistes, à tous les gens qui créent dans la musique, par exemple.
il y a cette tâche, il y a cette augmentation de la productivité, et puis il y a ce focus sur les choses que seul l'humain peut faire. J'aurai une petite conclusion dans un instant, mais Xavier d'abord. Non, t'as coupé ton micro, Xavier, juste après avoir toussé. Il y a un aspect que je trouve également important, c'est ça accélère, je trouve, fortement la courbe d'apprentissage de certains outils ou langages de programmation. Oui. J'en ai fait l'expérience moi-même récemment. Moi, je développe plus tous les jours. J'ai un développeur dans ma société. Je lui indique ce que je veux, je lui donne les grandes lignes, etc. Je vérifie parfois deux, trois choses. Je demande comment optimiser, mais j'ai un projet qui me tient à cœur, que j'ai envie d'essayer de développer, qui nécessite de développer dans un langage natif sur donc iOS, Android. Je n'ai jamais développé d'application native, donc j'ai utilisé toujours d'autres langages qui passent très bien pour ça, mais dans ce cas-ci, j'ai besoin d'une application native, et donc j'ai utilisé, après avoir analysé un peu les différents logiciels disponibles, etc., j'ai décidé de partir sur Flutter et Dart, et je n'avais jamais utilisé ça, je n'avais jamais utilisé d'IDE pour Android et ce genre de choses. Et l'IA m'a vraiment aidé à utiliser ce langage avec zéro compétence au départ. Pour vous donner une idée, j'avais demandé une offre à des développeurs pour... excusez-moi. Il le fait comme... Voilà. pour développer une partie de code, et j'avais reçu une offre pour à peu près 8 000 € pour ce développement. Alors je suis quand même développeur, j'ai des compétences là-dedans, mais j'étais incapable de me lancer, et dans ce budget-là, ça me paraissait inenvisageable. Donc j'ai fait appel à l'IA, et l'IA m'a permis, sans aucune compétence dans ce langage de programmation, en particulier dans les outils qui permettent de développer facilement avec ce langage, de générer en un jour un prototype fonctionnel, alors que je n'avais jamais utilisé ce langage de programmation. Donc en fait, ça va nous donner des outils, des trucs. Par exemple, j'ai commencé à jouer avec des Arduino aussi, mais Arduino, ce que j'ignorais complètement, il y a toutes des librairies qui existent et qui permettent d'inclure du code qui fait déjà tout un tas de choses qui sont utiles dans d'autres projets. Eh bien, avec une IA, vous lui dites simplement, j'ai envie de faire tel projet, elle va vous dire, vous utilisez telle librairie qui fait déjà ça, ça, ça et ça, et vous avez déjà 90% de votre projet qui est développé, alors que vous auriez dû le faire de A à Z d'abord. Mais il faut savoir exprimer ses besoins, ça c'est vraiment, je pense, la valeur ajoutée très forte encore des développeurs aussi. Je pense qu'on a bien fait le tour de ce dossier. Moi, c'est pas vraiment une conclusion, mais j'avais quand même envie d'en parler pour conclure, parce que j'ai entendu une interview dans un autre podcast, celui d'un de nos camarades, à savoir Bruno Guglielminetti, qui produit toutes les semaines un podcast qui s'appelle Mon Carnet, et il recevait en interview un monsieur que vous connaissez sans doute sans nécessairement connaître son nom, qui s'appelle Rafi Aladjian. Et je vous pose la question, est-ce que ça vous dit quelque chose, Rafi Aladjian? C'est un pionnier d'Internet. Ouais, c'est pas français. Ah non, alors c'est pas de lui. Non, je pensais à quelqu'un d'autre. Ah, ok, oui. Le mari de ma belle-sœur qui mâche. Non, non, rien à voir. Non, un créateur d'un des large language models qui s'appelle aussi Rafi. Non, c'est pas lui, mais par contre, il est connu pour, entre autres, avoir créé avec d'autres le lapin Nabastag, si vous en souvenez un petit peu. Et qui a fait... mais qui a fait aussi plein de choses. C'était le fondateur de FranceNet, fondateur d'Ozone, fondateur de Violette, un hyperactif des nouvelles technologies et de l'Internet en général, qui a sorti un bouquin, et c'est pour ça qu'il était invité chez notre ami Bruno, intitulé « Tentative d'épuisement de l'avenir du futur ». Et j'ai adoré cette interview parce que d'abord le type est charmant, il a beaucoup d'humour. C'est un bouquin plein d'humour également. Je vous livre comme ça une espèce de préface en gros. C'est au commencement, l'homme était en mode avion. Il n'était connecté à aucun réseau. Il ne recevait aucune information de l'extérieur. Il savait ce qu'il savait. Il pouvait atteindre le savoir enregistré en lui immédiatement, à tout moment, sans aucun frottement, sans effort et de manière transparente. Besoin de personne, chantait-il, mais pour combien de temps? Ça met un petit peu les choses dans leur contexte. Et pour écrire son bouquin, Rafi Aladjian a mis en pratique ce qu'il explique, c'est-à-dire qu'il ne s'est connecté à aucun réseau pour se documenter à la volée en disant « Tiens, je vais parler de ça, mais je me rappelle plus de la référence, machin, etc. Je vais aller regarder sur Internet. » Non, il a tout fait avec ce qu'il avait dans sa tête. Et donc, de temps en temps, quand il sait pas,
Il le dit lui-même, il dit bah je fais comme ChatGPT, j'invente. Donc voilà. Moi je l'ai pas encore lu, je vais me le procurer et je vous le conseille aussi parce que ça a l'air d'être très amusant et je vous conseille aussi son interview chez Bruno Guglielminetti sur l'épisode de la semaine passée du coup de vendredi ou de jeudi dernier. Donc Rafi Haladjian, je sais pas si je vous ai donné envie de l'un ou l'autre de découvrir cet ouvrage et le personnage. Je vois des hochements de la tête, ça me fait plaisir. Tout à fait. Voilà. Si vous avez apprécié ce podcast, cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Le moyen le plus simple, c'est sur une plateforme de podcast sur laquelle vous nous consommez, des petites étoiles, le commentaire, les machins, le partage avec vos amis, votre famille, etc. Si c'est en vidéo via YouTube, c'est avec un pouce vers le haut et également un commentaire éventuellement. Et, par exemple, si vous avez trouvé une faute de typo dans le titre aussi. Oui, tiens, effectivement. Les IA sont très utiles d'ailleurs pour corriger les typos dans le code. Effectivement, et la prochaine fois, vous vous démerderez. Donc, il manque un S, voilà. Mais n'hésitez pas. Juste avant l'enregistrement aussi. Pardon ? On a écrit le titre 2 secondes avant l'enregistrement. Oui, mais comme souvent, voilà. C'est des choses qui arrivent. Ça fait de nous des humains, j'ai envie de vous dire. Bon, voilà, on arrive au bout. Merci en tout cas à tous les deux. On se retrouve à très très bientôt. Passez, vous de votre côté également, une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine du coup pour un nouvel épisode. À bientôt. Salut. Bye bye.